a travaillé ensemble en essayant de montrer à quel point Wikipédia pouvait subir certaines formes d'entrisme. Les contributeurs qui maîtrisent le mieux Wikipédia sont en situation plus avantageuse. Wikipédia ne recherche pas la vérité. Donc il y a encore une fois une vision totalement hémiplégique sur Wikipédia, une bulle de filtre progressiste qui va se faire au profit de la gauche et au détriment des opinions différentes, contestataires de cet état de fait sur Wikipédia. Bienvenue sur Feméliste, là où les esprits libres prennent le pouvoir. Feméliste. Aujourd'hui, sur Feméliste, on reçoit Victor Lefebvre pour parler d'un livre qu'il a coécrit avec Michel Sondrin, intitulé « La face cachée de Wikipédia, enquête sur les dérives de l'encyclopédie libre ». Il est journaliste, il a travaillé pour Le Figaro, Factuel, le JDD et il a aussi participé au livre enquête Les derniers jours de Samuel Paty. Et il tient une chronique hebdomadaire dans l'émission L'affaire dans l'affaire sur Sud Radio. Le sujet des dérives de Wikipédia me passionne depuis des années. Un jour, je me suis aperçue qu'une page Wikipédia avait été créée à mon nom, Dora Muto, et j'ai tout de suite été frappée par le ton. Très orienté, très à charge. J'ai voulu la modifier, histoire de rétablir un peu de nuance, mais je me suis vite rendu compte que c'était mission impossible. Une armée d'inconnus, visiblement très militants, s'était accaparé ma page pour y écrire leur version de qui ils pensent que je suis, en sourçant ma page avec principalement les médias d'extrême gauche qui ne m'aiment pas beaucoup. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun recours. Je ne pouvais ni corriger ni supprimer cette page mensongère. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser de plus près à Wikipédia, à son fonctionnement. J'ai découvert un univers avec ses propres règles, parfois surprenantes. J'ai découvert aussi qu'il existait des agences qui proposent via des fermes Wikipédia de modifier votre page contre rémunération. Alors, quand ce livre est sorti, ça m'a tout de suite parlé, j'ai eu envie qu'on en discute ici sur Feméliste, parce qu'on le sait, souvent la première chose qui sort quand on recherche un sujet sur Internet, c'est une page Wikipédia. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'en connaître les dérives. Victor Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci de vous être, Merci à vous. d'être venu à nous. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre sur Wikipédia? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet? En fait, moi, j'y connaissais pas grand-chose à Wikipédia, à vrai dire. J'ai jamais contribué à Wikipédia, mais c'est Michel Sondrin, mon co-auteur, qui lui-même a été victime d'une forme de blocage, enfin littéralement de blocage sur Wikipédia, parce qu'il contribuait depuis une quinzaine d'années à peu près à Wikipédia. Il était pas dans les premiers, parce que Wikipédia a été fondé en 2001, mais en tout cas, il faisait partie des historiques de Wikipédia, des contributeurs francophones de la version française. Et il a été bloqué parce qu'il alertait notamment dans la presse, dans les colonnes de Marianne, du Point, du Figaro, sur la montée du militantisme sur Wikipédia. Donc là, on est à peu près en 2017-2018. Il a constaté que l'idéologie montait de plus en plus sur Wikipédia. Et il a été bloqué en 2021, si je ne dis pas de bêtises, notamment pour cette raison, parce qu'il alertait donc, sur la façon dont certains contributeurs, marqués plutôt à gauche, il faut le dire, essayaient d'influencer Wikipédia pour faire d'un outil universaliste, de partage de la connaissance, un outil cette fois-ci plutôt idéologique. Alors, ce n'est pas le cas systématiquement, mais il a constaté une certaine tendance à la montée d'un certain militantisme sur l'encyclopédie. Donc c'est ce qui nous a intéressés. On a été mis en contact, on a travaillé ensemble en essayant de montrer à quel point Wikipédia pouvait subir certaines formes d'entrisme idéologique, mais aussi mercantile, parce qu'il y a aussi c'est des enjeux de pouvoir aussi, parce que c'est un instrument de connaissance, donc il y a forcément des enjeux de pouvoir sur Wikipédia. Et on a essayé de faire une enquête à la fois de vulgarisation, d'essayer de montrer les dessous de Wikipédia, la façon dont ça fonctionne, parce que la plupart des gens utilisent Wikipédia sans forcément savoir comment ça fonctionnait. Donc c'est intéressant de voir aussi le fonctionnement interne de Wikipédia, qui est assez complexe d'ailleurs. Donc d'abord de vulgarisation, et ensuite de critique de certains biais, de certaines tentatives d'entrisme, qui sont des biais, je dirais, conjoncturels, qui peuvent être corrigés, mais qui aujourd'hui affectent quand même la version française de Wikipédia. Alors justement, en parlant de vulgarisation, on va peut-être commencer à le faire dès maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'est Wikipédia, quelle vocation a, je sais pas, ce site internet, cet organisme, quel est son but, et puis comment est-ce que ça fonctionne? Vous nous dites que c'est assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes avec ses contributeurs, justement? Oui, alors sur Wikipédia, donc Wikipédia a été fondé en 2001, d'abord la version américaine, et ça a été décliné ensuite dans différentes versions. La version française, elle arrive quelques mois après, donc c'est janvier 2001 aux États-Unis, puis quelques mois plus tard en France, toujours en 2001. Et au début, c'était donc une plateforme de partage de connaissances
assez anonyme. Hein. Aujourd'hui, la version francophone de Wikipédia compte 2,6 millions d'articles, 5 millions de personnes inscrites. Donc, c'est le 7e site le plus visité en France sur Internet. Donc, c'est un vrai site important aujourd'hui qui est dans une situation de monopole d'ailleurs sur la question de l'encyclopédie en ligne. C'est la seule en fait qui est dans cette situation de monopole. Et pour vous donner quelques chiffres, donc il y a 5 millions d'inscrits sur Wikipédia en français, mais il n'y a que 19 000 contributeurs vraiment actifs, qui contribuent de manière vraiment active à Wikipédia. Donc, c'est-à-dire qu'ils font au moins une modification au cours des 30 derniers jours. C'est selon ces critères-là qu'on considère qu'un contributeur est dit actif. Donc, en fait, on voit qu'il y a déjà une forme de paradoxe sur Wikipédia. C'est-à-dire que tout le monde se dit, voilà, n'importe qui peut contribuer à Wikipédia, ce qui est parfaitement vrai. N'importe qui, sans forcément d'ailleurs créer un compte, hein, on peut commencer à contribuer à Wikipédia sans avoir de compte. Donc, on sera enregistré sous forme d'adresse IP dans ce cas-là. Donc on sera aussi un peu plus surveillé, puisque évidemment l'un des grands enjeux de Wikipédia, c'est la question du vandalisme, c'est-à-dire de la façon dont certains contributeurs essaient pas forcément d'ailleurs pour des raisons idéologiques, mais essaient parfois de créer des fake news, des fausses informations sur Wikipédia. Et donc, il n'y en a que 0,3%, donc si on fait le calcul, 19 000 sur 5 millions, 0,3% de contributeurs vraiment actifs. Et puis, si on réduit encore la jauge, si on les considère les contributeurs très actifs, donc c'est 5 modifications au cours des 30 derniers jours, là, on tombe à 5 000, 6 000 contributeurs sur la version francophone. Donc, ça fait 0,1% des inscrits. Donc Wikipédia est à nos yeux, en tout cas à mes yeux, un outil fiable, globalement. Il faut le dire très clairement, c'est un outil de connaissance fiable sur la majorité des sujets, notamment sur tout ce qui touche aux sciences humaines, aux sciences dures, à la biologie, aux mathématiques. Je crois que l'ancien prix Nobel de chimie disait dans ma discipline, Wikipédia est plus fiable que les manuels scolaires, donc c'est un outil globalement fiable. Une fake news reste en ligne que 1 minute et 30 secondes. Et ça, on doit cette fiabilité structurelle à la façon dont Wikipédia a construit un système immunitaire. C'est-à-dire que Wikipédia tout le monde le sait, fonctionne de manière entièrement collaborative. Et tout le monde est bénévole, personne n'est payé. Et puis le principe, c'est que c'est un contrôle a posteriori de l'information. C'est là où Wikipédia est vraiment révolutionnaire à mon sens, c'est-à-dire que les encyclopédies manuscrites fonctionnent avec un contrôle a priori de l'information, c'est-à-dire il y a un comité rédactionnel, il y a un comité scientifique. Il faut que pour qu'une information soit publiée sur une encyclopédie manuscrite, sur Universalis ou Britannica, elle est contrôlée, cette information. Mais le problème, évidemment, c'est que ça génère des coûts d'impression qui sont très importants et qu'une encyclopédie manuscrite reste prisonnière, entre guillemets, de son époque et des sujets qu'elle traite et des reflets des opinions de l'époque. Là où Wikipédia possède un avantage structurel très important, c'est que les informations sont publiées en flux permanent, c'est-à-dire que les pages sont modifiées en permanence, donc c'est un fonctionnement collaboratif, très libéral, très libertaire. Il n'y a pas forcément besoin d'être un grand spécialiste pour aborder tel ou tel sujet. Un universitaire de renom est placé au même niveau qu'un dilettante, quel que soit le sujet en question. Donc c'est un des premiers avantages conséquents de Wikipédia sur ses concurrents. D'ailleurs, Microsoft et Google avaient essayé de concurrencer Wikipédia avec Knoll pour Google et Encarta pour Microsoft. Mais ça n'a pas marché puisqu'ils ont reproduit en fait le système a priori de contrôle de l'information qui était voué à disparaître et qui était totalement caduque. Et donc Wikipédia se différencie de ce point de vue-là. Et en même temps, c'est ce qui fait aussi que Wikipédia est plus vulnérable et plus friable aux tentatives d'entrisme militant idéologique, ce qu'on voit de plus en plus apparaître. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait que Wikipédia se situe aujourd'hui sur une ligne de crête en termes de fiabilité. Pour résumer, je dirais que Wikipédia est un outil fiable, mais que ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des biais. C'est le paradoxe aussi de Wikipédia, c'est que c'est globalement fiable, mais sur certains sujets, il y a des biais qu'on peut voir apparaître. Et aussi, juste pour terminer là-dessus, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que n'importe qui pouvait contribuer à Wikipédia, c'est parfaitement vrai, mais on voit, et c'est ce qu'on essaie un peu de démontrer dans le livre, ou en tout cas de développer, c'est qu'il y a une petite poignée de contributeurs, une petite oligarchie, peut-être qu'on y reviendra, mais vraiment un microcosme d'une centaine de contributeurs. Vraiment, c'est une bureaucratie très complexe, mais qui aujourd'hui tient les rênes, la gouvernance informelle de Wikipédia, en tout cas dans sa version française. Alors justement, qui sont les gens qui écrivent sur Wikipédia? Pourquoi ces gens passent parfois des centaines d'heures bénévolement à modifier l'encyclopédie? Ça peut surprendre, être un peu curieux. Est-ce que
Vous avez une idée de qui sont ces gens? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui passent des jours et des nuits sur Wikipédia à contribuer, hein, et qui le font encore une fois bénévolement, c'est-à-dire ils n'ont aucun intérêt à le faire, uniquement par passion, et il faut quand même saluer cet engagement. Alors sur la sociologie, nous on n'a pas produit d'enquête à part entière dans le livre, on s'appuie sur les travaux d'un sociologue qui s'appelle Léo Joubert, qui a écrit une thèse sur la sociologie des contributeurs de Wikipédia, encore une fois dans la version française, et on s'aperçoit que c'est plutôt des hommes âgés d'une trentaine d'années, citadins, CSP+, pour résumer, diplômés ou très diplômés, pardon, donc bac plus 4 et davantage, parfois jusqu'au doctorat. Donc c'est un prisme sociologique très particulier, hein, sur Wikipédia. Ça se vérifie d'ailleurs à peu près toutes versions confondues. Et d'ailleurs, c'est une des portes d'entrée les plus courantes de critique de Wikipédia, à savoir que Wikipédia serait biaisée parce que écrite majoritairement par des hommes blancs, cisgenres. Donc ça, c'est vraiment une critique qui revient de manière très récurrente sur Wikipédia, plutôt d'ailleurs sur la version anglophone, mais depuis quelques années aussi sur la version française. Il y avait une tribune qui avait été publiée dans les colonnes de l'Obs en 2022, qui avait été rédigée par plusieurs figures du féminisme français et aussi par des membres d'un collectif de Wikipédia qui s'appelle les 100 pages, qui est un projet collaboratif sur Wikipédia. Peut-être que vous voudrez en parler un peu plus tard, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une critique qui revient très souvent de dire que Wikipédia est masculiniste, patriarcal, ethnocentré, parce que rédigée par des hommes principalement. Et c'est vrai qu'elle est plutôt rédigée par des hommes, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, il y a eu des efforts qui ont été faits à ce niveau-là, et puis c'est une critique qui est assez discutable en fait, c'est pas parce que Wikipédia est rédigée majoritairement par des hommes diplômés et citadins que nécessairement ces mêmes contributeurs feraient une vision partiale ou biaisée de la connaissance en général. Donc à mon sens, c'est une critique qui n'est pas tout à fait justifiée. En tout cas, ce serait une critique peut-être de gauche qu'on entend parfois contre Wikipédia. Et donc ces contributeurs, moi j'ai découvert qu'ils étaient extrêmement influents en fait. Pour moi c'est assez intéressant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être influenceurs sur les réseaux sociaux et qui pensent avoir une grande influence comme ça. Mais finalement quand on est contributeur Wikipédia, qu'on modifie des centaines, voire des milliers de pages, on grandit dans la hiérarchie Wikipédia et on devient une sorte d'influenceur de l'ombre, quelqu'un qui peut carrément influencer l'information sur tout un tas de sujets. Vous en pensez quoi ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment, on touche au cœur du fonctionnement oligarchique de Wikipédia. C'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs, c'est l'ancienne présidente de Wikimedia France, qui est assez peu suspecte d'anti-wikipédisme primaire, qui dit, voilà, Wikipédia en France, aujourd'hui, on a un problème parce que c'est seulement une centaine de contributeurs qui tiennent aujourd'hui les rênes. Et effectivement, quand on regarde dans le détail, il y a même un certain tableau, parce que tout est public et tout est transparent sur Wikipédia, on peut retrouver les archives de chaque discussion, de chaque page, de chaque modification, et on s'aperçoit que c'est un peu toujours les mêmes contributeurs, en tout cas aujourd'hui, sur la version française, qui font alors pas forcément qui contribuent le plus, mais qui sont ce qu'on appelle, ce que Wikipédia appelle plutôt à la fois des administrateurs, donc qui ont des pouvoirs élargis par rapport à un simple contributeur, ils ne sont pas pour autant payés ni salariés, mais ils ont des pouvoirs plus importants, des bureaucrates qui ont aussi qui ont le pouvoir de destituer des administrateurs. Des administrateurs, il y en a 142 sur la version française, donc on voit que c'est vraiment une petite frange de Wikipédia, des contributeurs. Et ce sont eux qui tiennent donc, encore une fois, cette petite élite. Ils assument d'ailleurs la plupart un positionnement ancré très à gauche, voire du côté de la gauche anticapitaliste, assez radicale, avec vraiment des opinions très tranchées qui sont ouvertement retranscrites sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'ils ne font pas mystère de leur affiliation à cette gauche-là, ce n'est pas quelque chose qu'ils cachent, puisque sur Wikipédia, chaque contributeur a un profil où il peut renseigner ses préférences politiques, ses préférences culturelles à tous les niveaux, ses préférences sexuelles également. Et donc il détaille tout ça, et en revanche, moi j'ai jamais vu, et je pense que Michel non plus, qui connaît mieux Wikipédia que moi, on n'a jamais vu de contributeur de Wikipédia qui assumerait un positionnement conservateur, proche de LR, ou qui assumerait de voter, je sais pas, Macron, ne serait-ce que Macron, Retailleau ou Bayrou, enfin ça n'existe pas. C'est-à-dire que vraiment le cœur de ces contributeurs de Wikipédia, ça penche vraiment très très à gauche. Et ils sont très influents et ils peuvent donc en tant qu'administrateurs bloquer un compte qui ne correspondrait pas à la ligne édictée par Wikipédia, parfois pour des raisons parfaitement justifiées, hein, parce que la plupart des comptes bloqués le sont pour des bonnes raisons, parce qu'ils ont fait du rameutage, de l'entrisme, parce qu'ils n'ont pas respecté les principes fondateurs de Wikipédia, et puis parfois simplement parce qu'ils sont considérés comme des ennemis politiques, entre guillemets, sur Wikipédia, et donc ils vont être bloqués, ou ils peuvent aussi décider de protéger une page qui serait victime d'une guerre d'édition, ce qu'on appelle sur Wikipédia une guerre d'édition, donc il y a beaucoup de modifications, c'est-à-dire qu'il y a une règle sur Wikipédia, pardon pour le terme un
un peu technique, mais qui s'appelle réverter une page, c'est-à-dire de faire trop de modifications, auquel cas on assiste à une guerre d'édition. Donc bref, tout ça pour dire que ces contributeurs ont un pouvoir très important sur Wikipédia et qui font un peu la pluie et le beau temps aujourd'hui. Alors, votre co-auteur, donc Michel, est-ce qu'il vous a expliqué qu'est-ce qui le motivait, lui, à écrire pendant, enfin, voilà, à modifier, éditer, etc., à mettre des informations sur Wikipédia pendant plus de 15 ans? Il faisait ça enfin, je sais pas, le week-end, enfin, comment ça se passait, en fait, et pourquoi? Alors lui, il y consacre beaucoup de temps. Ses sujets de prédilection, c'est plutôt les sujets de société, ce qui touche à l'islam politique, au terrorisme, aux questions liées à l'antisémitisme. C'est des sujets qui l'intéressent le plus, sur lesquels il était le plus actif et les pages qu'il surveillait le plus pour faire des modifications. Et évidemment, ce sont aussi les pages les plus sensibles sur Wikipédia, qui sont les plus susceptibles d'être modifiées, de dégénérer en guerre d'édition. Donc il était sur un terrain miné d'une certaine manière, hein. Dès qu'on touche à ces sujets-là, on est très très surveillé sur Wikipédia. J'allais dire à un universitaire qui va s'intéresser, j'en sais rien, à la physique quantique, ou encore que ça peut être des sujets polémiques évidemment, mais à des sujets plus niches, entre guillemets. Voilà, il peut y avoir des querelles entre universitaires, entre spécialistes, mais globalement, c'est toujours de bonne tenue, les discussions sont respectueuses. En revanche, sur les sujets qui touchent je sais pas, au conflit israélo-palestinien, évidemment, là, très vite, ça peut très vite dégénérer. D'ailleurs, la page est très souvent protégée parce que ça dégénère très vite. Et donc Michel, il consacrait beaucoup de temps, je pense, surtout enfin, il faudrait lui poser la question, mais surtout par intérêt, par intérêt désintéressé pour ces sujets-là. Et je pense, et pardon de parler en son nom, mais je pense qu'il a assez mal vécu quand même ce blocage, parce que lui-même n'est pas du tout une personnalité militante qui cherche à imposer, ce qu'on appelle sur Wikipédia, à imposer son point de vue. Et donc c'est dommage d'ailleurs, de manière plus générale, sans parler du cas de Michel forcément, mais que certains contributeurs qui peuvent avoir des opinions parfois différentes soient très vite pointés du doigt. Et nous on le voit d'ailleurs depuis la publication du livre, donc qui est sorti début avril, ça a créé voilà, des polémiques sur Wikipédia dans les pages internes, parce que ce qui est intéressant de savoir aussi sur Wikipédia, c'est qu'il y a les pages d'un article, donc la devanture, hein, ce que tout le monde connaît sur Wikipédia. Et puis il y a aussi voilà, l'arrière-boutique, donc les pages de discussion. Est-ce qu'un fait divers mérite d'avoir une page sur Wikipédia, les discussions informelles entre les contributeurs pour décider du titre d'un article, etc. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où on voit parfois des conflits et des discussions très animées, parfois violentes d'ailleurs, et voilà, à titre personnel, je trouve ça dommage parfois que la discussion s'envenime et partent un petit peu en règlement de compte personnel entre certains contributeurs, puisqu'encore une fois, ils se connaissent très bien, et la discussion est touche parfois à la querelle un peu ad hominem, ce qui est un peu dommage. Qui finance Wikipédia? Alors, c'est la question un peu serpent de mer quand on parle de Wikipédia. En fait, personne finance Wikipédia. En fait, Wikipédia dépend de la fondation Wikimedia, qui est l'hébergeur historique du site, mais qui n'est pas pour autant propriétaire en tant que tel de Wikipédia. Donc la fondation Wikimedia, elle est basée aux États-Unis, en Floride exactement. Et en fait, c'est elle qui va centraliser tous les dons. Vous savez, chaque année, ou même tous les 6 mois, je crois, Wikipédia fait un appel aux dons des contributeurs en leur disant, je crois que la phrase, c'est « si chaque contributeur donnait 2 €, Wikipédia pourrait vivre plus longtemps, etc. » En réalité, Wikipédia n'a pas vraiment besoin de cet argent, c'est-à-dire qu'en fait, Wikipédia fonctionne sous forme de chapitre national. Donc il y a le chapitre français, Wikimedia France, Wikimedia Allemagne, au Royaume-Uni, Brésil, etc. Donc il y a un certain nombre de chapitres nationaux qui eux-mêmes dépendent donc de la fondation Wikimedia, qui est une association, hein, qui a un certain budget. Je crois que le budget pour l'année 2024-2025, c'est 191 millions de dollars, ce qui est conséquent, mais ce qui n'est pas non plus une somme astronomique, hein, par rapport aux autres géants de la tech, Meta, etc. C'est 100 fois plus important. Et donc, il n'y a pas de financement direct de Wikimedia, mais Wikimedia donc, centralise ses dons, et des dons aussi qui sont issus du mécénat privé. Il y a certains milliardaires, George Soros a donné une partie de sa fortune personnelle à quelques millions d'euros à Wikimedia États-Unis. Et ensuite, cet argent est redistribué. Donc, c'est-à-dire que chaque association, chaque chapitre national, donc Wikimedia France, chaque année demande des subventions, de l'argent à la fondation, à la maison mère Wikimedia. Et cet argent est ensuite redistribué donc, à chaque chapitre national. Mais Wikimedia États-Unis peut décider de donner moins d'argent en fonction des années, ce qui a d'ailleurs créé une situation très compliquée pour Wikimedia France il y a quelques années, où en fait Wikimedia France n'a eu que la moitié de l'argent qu'elle réclamait. Et ensuite, ce que fait Wikimedia France, et là où c'est très
très opaque et parfois très obscure sur le fléchage de cet argent. On ne sait pas exactement ce que fait Wikimedia, c'est-à-dire que Wikimedia France, pardon, elle va donner de l'argent à des associations, par exemple aux 100 pages, à des collectifs qui sont, comment dire, pourvus d'une certaine ambition parfois politique, avec des visées idéologiques, et donc à des projets collaboratifs. Parler des 100 pages. Voilà, donc les 100 pages, pour parler des 100 pages, donc c'est un projet collaboratif qui a été fondé par une économiste suisse qui s'appelle Natacha Rowe. Donc l'association est hébergée en Suisse, à Genève, mais c'est pour les pages francophones de l'encyclopédie. Et donc le point de départ des 100 pages, il est d'ailleurs tout à fait juste, c'est de dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années, depuis presque le début, Wikipédia, toute version confondue, est largement surreprésentée par les hommes. Ça vaut, donc on l'a dit, à la fois pour les contributeurs, mais aussi pour les pages biographiques des hommes qui sont représentés à hauteur de 80% contre 20% seulement pour les femmes. Ça vaut toute version confondue. C'est le cas pour la version française, et c'est parfaitement vrai. Ce qu'elles appellent donc le fossé de genre sur Wikipédia, à la fois du côté de la sociologie et donc des pages. Et c'est parfaitement juste, mais là où c'est un peu plus retors et contestable de la part de cette association, c'est de dire que s'il y a un fossé de genre, il y a nécessairement un biais de genre, et que donc, encore une fois, si les hommes sont surreprésentés, c'est que Wikipédia est une encyclopédie masculiniste, oppressive, etc. Et donc ce que va faire les 100 pages, et concrètement, ce que font les militantes et militants des 100 pages, c'est qu'ils vont créer donc énormément de pages consacrées à des femmes. Et parfois, ça peut être justifié de créer une page biographique sur une femme qui a du mérite ou pas de mérite, ou peu importe, mais on va tomber dans une logique parfois exagérée où on prend le cas dans le livre d'une économiste, d'une universitaire suisse du canton du Vaud, inconnue au bataillon, qui va avoir sa page Wikipédia simplement de manière à combler ce fossé de genre. Et là où c'est encore plus retors, c'est sur la question du rameutage. Ça, c'est un terme, encore une fois, un peu barbare sur Wikipédia, mais il y a parfois des votes et des discussions internes sur Wikipédia. Il y en a eu notamment sur la question du dead name sur la version française. Faut-il ou non maintenir le prénom de naissance, l'état civil d'une personne qui a transitionné? Faut-il le mentionner ou pas? Certains militants vont considérer que c'est transphobe, et donc du coup il faudrait supprimer le dead name, que c'est quelque chose d'oppressif et qu'il faudrait le supprimer. Donc il y a eu une discussion interne en 2022 ou 2023, je ne sais plus, sur Wikipédia, version française, pour trancher cette question. Aux États-Unis, la question a été tranchée, et finalement le dead name apparaît. Donc sur les fiches biographiques. On peut peut-être considérer aussi que ça relève de l'atteinte à la vie privée, non? On peut considérer que ça relève de l'atteinte à la vie privée, mais là on parle de personnalités publiques. Par exemple, Elliot Page, tout le monde sait que voilà, c'était Ellen Page, il n'y a rien de... ça ne porte pas atteinte à sa vie privée. Effectivement, c'est vrai que c'est une question sensible dès qu'on touche à la vie privée. Par exemple, un auteur qui écrit sous pseudonyme, sans parler de la question du dead name. Personnellement, c'est mon cas, et voilà, mon vrai nom de famille avait été mis sur Wikipédia, voilà, et donc moi j'ai considéré que c'était une atteinte à la vie privée, d'autant plus que y a des questions de menaces assez importantes, voilà, et évidemment un nom de famille dit aussi famille, et donc moi j'ai pas envie que la mienne subisse les conséquences de mon militantisme à moi. Donc il y a aussi quand même cette question d'atteinte à la vie privée qui, moi, me semble... Oui, bien sûr. Alors là, l'argument était vraiment sur la question de la transphobie, sur le dead name. Donc il y a eu une grande consultation sur Wikipédia, et ce qu'ont fait certains militants et militantes des 100 pages, elles ont fait donc du rameutage, c'est-à-dire qu'elles ont fait appel à leur réseau public, privé, certaines militantes, dont une d'ailleurs qui avait des responsabilités au sein de Wikimedia France. Donc on voit là encore le mélange des genres parfois entre Wikimedia France et certaines associations qui sont financées, parce que les 100 pages reçoit 30 000 € de subvention de la part de Wikimedia France, donc elle est subventionnée par l'argent aussi des donateurs, d'une certaine manière. Donc est-ce que ça veut dire que les contributrices sont payées? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, elles sont... Alors, il peut y avoir des arrangements, parce qu'avec cet argent, les 30 000 € que touchent les 100 pages, effectivement, il est réparti de manière assez opaque par cette association. On ne sait pas exactement où ça va. Alors, ça permet de financer certains événements, ce qu'ils appellent parfois des marathons, où ils vont en fait contribuer énormément de manière très intensive pour créer des pages sur des personnalités féminines. Donc, évidemment, ça peut être justifié. Mais dès qu'on touche à des pratiques qui sont condamnées et qui sont jugées illégales sur Wikipédia, donc notamment le rameutage quand il est d'ordre politique, ce qui a été fait par cette association, là encore, il y a pour le coup un mélange des genres et un conflit d'intérêts qui pose question, d'autant plus que ces contributeurs et contributrices issus des 100 pages ont dit par la suite, pour se défendre, puisqu'elles ont été quand même bloquées, heureusement,
on dit que elles ont prétexté une méconnaissance des règles de Wikipédia. Et on parle là de contributeurs ou de contributrices qui contribuent à Wikipédia depuis des années, qui ont eu des responsabilités au sein de Wikimedia France. Donc bon, c'est assez peu crédible comme défense, mais je pense que l'un des problèmes fondamentaux que ça soulève, c'est que les contributeurs qui maîtrisent le mieux Wikipédia, qui possèdent vraiment une connaissance parfaite des rouages de Wikipédia et du fonctionnement de Wikipédia, sont en situation plus avantageuse et vont réussir à faire de l'entrisme plus facilement, évidemment, qu'un novice sur Wikipédia. Comme le corpus de normes et de règles sur Wikipédia est très important, c'est ce qui fait parfois que les dilettantes peuvent être très vite découragés et se dire, bon, bah, ça sert à rien, le fonctionnement est trop complexe, même en étant de bonne foi, ça sert à rien de contribuer à Wikipédia parce qu'en fait, on est tout de suite pointé du doigt. Et donc, ce qui peut poser problème. En tout cas, sur les 100 pages, c'est pas la seule association, il y en a d'autres aussi qui ne cachent pas d'ailleurs leur intention militante. Je pense à une autre association qui s'appelle Noircir Wikipédia. C'est un peu le même principe puisqu'elle considère, donc les militantes de Noircir Wikipédia, que les personnalités afrodescendantes, ce qu'ils appellent afrodescendantes, sont invisibilisées sur Wikipédia. Et là encore, on peut discuter du bien fondé ou non de ce projet collaboratif. Je trouve ça plutôt positif à titre personnel. Mais elles ne font pas mystère, encore une fois, de leur volonté de militantisme. Et il y a une critique aussi. Et là, pour le coup, je trouve que c'est quand même plus retors. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'attaquer aux sources écrites. C'est-à-dire que Wikipédia repose entièrement sur des sources écrites. Sans sources écrites, il n'y a pas d'encyclopédie manuscrite ou numérique, ça n'existe pas. Tout repose sur les sources. Mais leur argument est de dire que comme le patrimoine et l'héritage afrodescendant est surtout issu de sources orales, il est donc défavorisé sur Wikipédia. Mais si on touche à la question des sources écrites, on ne peut plus, il n'y a plus d'encyclopédisme, il n'y a plus d'objectivité possible sur Wikipédia. En même temps, vous racontez dans votre livre que les sources qui sont mises dans Wikipédia ne sont pas objectives parce que, d'après ce que j'en ai compris, ce sont surtout les sources du centre et de la presse de gauche qui sont acceptées lorsque les sources de droite, voire d'extrême droite, ne sont pas validées. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Oui, en fait, la question des sources, alors là, on touche vraiment au cœur d'un des problèmes structurels de Wikipédia, c'est la question des sources de presse, notamment. Donc, on parle vraiment de sujets de société, puisque Wikipédia prend en charge, évidemment, à l'inverse des encyclopédies manuscrites, les sujets d'actualité. C'est ce qui fait que Wikipédia est aussi très, très utilisé. Et sur la question des sources de presse, il y a un outil qui est utilisé, très connu des contributeurs de Wikipédia, qui s'appelle l'Observatoire des sources. Et en fait, l'Observatoire des sources, donc c'est une page de discussion interne qui est une forme d'index qui répertorie et qui catalogue les sources de presse en disant telle source est fiable, telle source n'est pas fiable, telle source penche de tel ou tel bord, etc. Donc c'est un outil qui n'est pas prescriptif en théorie, mais qui de fait est très utilisé et très connu par les contributeurs de Wikipédia. Qui vont s'y référer très régulièrement. Et alors là, c'est intéressant de regarder un peu dans le détail la façon dont les sources de presse sont utilisées sur Wikipédia. On s'aperçoit, et c'est toujours le cas d'ailleurs, que des sources qui penchent à gauche, voire très à gauche, je pense à Reporter, Politis, Arrêt sur Image, à Crime, etc., sont considérées comme des sources fiables. On ne discute pas de leur objectivité, ou même parfois leur orientation éditoriale n'est même pas soulignée, alors que pourtant Politis ou Arrêt sur Image ne cachent pas d'être des médias engagés à gauche. Il n'y a aucun problème à être engagé à gauche. Et d'ailleurs, moi, mon propos n'est pas du tout de dire qu'il faudrait supprimer ces sources parce qu'elles se penchent trop à gauche. Mais en revanche, tout ce qui est à droite du Figaro, pour schématiser, est considéré comme d'extrême droite. Donc le journal du dimanche, ça vaut aussi pour Causeur, Valeurs Actuelles. Et en revanche, non seulement ces sources sont considérées comme d'extrême droite, mais en raison de cette orientation politique, elles sont considérées comme non fiables. Et là où ça pose problème, c'est que du coup, il y a une asymétrie totale. Dès qu'on parle de personnalités publiques ou de sujets d'actualité brûlants, il y a une asymétrie totale dans la façon dont les faits sont présentés. C'est-à-dire qu'une information qui va être sourcée par un média de gauche sera considérée comme fiable et donc mérite de figurer sur Wikipédia. Mais par exemple, pour prendre un exemple concret, celui de la page de Jean-Michel Apathy, donc qui est éditorialiste, était sur RTL, maintenant sur Quotidien. Il n'a jamais fait mystère de son opposition à la question du suffrage universel. Il est plutôt opposé, hostile. Il l'a dit sur Quotidien, je crois, en fin janvier dernier. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et il y a des médias de droite qui le disent, qui ont rappelé dans des portraits consacrés à Jean-Michel Apathy qu'il est plutôt hostile au suffrage universel. Donc c'est le cas de Causeur et Valeurs Actuelles.
mais comme Causeur et Valeurs Actuelles sont considérés comme des sources non fiables, l'information ne figure pas sur la page de Jean-Michel Apathy. Alors, ce qui est drôle, c'est que depuis la publication du livre, certains ont tenté d'ajouter cette information en mettant comme source un article de Causeur, et ça a duré 2 jours, je crois, ou 3 jours, et l'information a été supprimée précisément parce que Causeur n'est pas considéré comme une source secondaire fiable. Donc voilà, on s'aperçoit qu'il y a eu une forme d'hémiplégie totale sur certaines personnalités politiques et publiques. Sonia Mabrouk est considérée comme une animatrice d'extrême droite proche des identitaires, alors que Salomé Saké est considérée comme une journaliste engagée à gauche. Bon, enfin, on reste très dans une forme de neutralité bienveillante, disons. Et il y a plein d'exemples comme ça, c'est-à-dire que Ouria Boutelja, par exemple, c'est un autre exemple qu'on prend dans le livre, qui est donc une militante indigéniste. La page Wikipédia d'Ouria Boutelja, qui a tenu des propos antisémites et homophobes dans son livre Les Blancs, les Juifs et nous, notamment, hein, c'est écrit noir sur blanc, il est dit sur sa page Wikipédia qu'elle est accusée d'antisémitisme et d'islamophobie par ses détracteurs. Donc on ne sait pas qui sont ces détracteurs, ce n'est pas l'observateur détaché qui peut faire ce constat, mais ce sont ses accusateurs. En revanche, il n'y a aucune précaution sémantique qui est prise, par exemple pour Eugénie Bastier, où il est dit sur sa page Wikipédia qu'elle est réputée proche de l'Action française, ce qu'elle a toujours démenti, mais cette information est issue d'un article, d'un portrait de Street Press, qui est un média militant considéré comme fiable par Wikipédia, et il se trouve du coup que Eugénie Bastier peut faire tous les recours possibles et imaginables. À partir du moment où elle est dit par Street Press, considérée comme source fiable, qu'elle est proche de l'Action française, il n'y a aucun moyen pour elle de supprimer cette mention, à moins de gagner un hypothétique procès en diffamation contre Street Press. Donc, alors, voilà. par exemple, si Eugénie Bastier fait un tweet en disant quelque chose, ce n'est pas valide pour Wikipédia, on est d'accord. Il faut qu'un média donc, de centre ou de gauche reprenne l'information pour que cette information puisse figurer sur Wikipédia. Exactement. Le principal concerné n'est pas jugé. Alors, pour être honnête, ce qui se défend assez bien, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas forcément le plus objectif pour juger de sa propre page Wikipédia. Et c'est quelque chose de très classique de dire, voilà, moi, je ne suis pas content de ma page Wikipédia, elle est mal écrite, il y a des informations qui sont fausses ou exagérées. C'est un grand classique. Ça ne veut pas dire pour autant que tout Wikipédia est biaisé si sa propre page est faussée. Mais c'est la question des sources primaires, secondaires et tertiaires. C'est-à-dire que, et ça a été le cas notamment, on prend l'exemple de Philip Roth, l'écrivain américain qui est mort il y a quelques années et qui avait d'ailleurs dit dans les versions anglophones que c'était un de ses livres qui s'appelle La Tâche, en disant, je crois que c'était un critique littéraire américain qui avait dit « ce personnage est inspiré de tel universitaire américain », et lui-même était intervenu en disant « non, j'ai écrit ce livre, je sais très bien que Coleman Silk, donc le héros de son livre La Tâche, n'est pas inspiré de celui dont vous parlez », et Wikipédia lui avait dit « vous avez beau être l'auteur du livre, c'est très gentil de votre part, mais vous n'êtes pas considéré comme une source fiable puisque vous êtes une source primaire ». Donc effectivement, sur Wikipédia, c'est les sources secondaires, donc les sources de presse, ça peut être aussi un article universitaire, ça peut être une chronique, une coupure de presse, enfin c'est assez large, mais effectivement, il faut que ce soit recoupé par une source secondaire fiable. Mais la définition de ce que c'est qu'une source fiable est parfois assez à géométrie valable. Qui décide des sources acceptables ou non acceptables? C'est décidé par consensus. Mais la fabrique du consensus est parfois un concept difficile à saisir sur Wikipédia. Il faut que les contributeurs soient d'accord. En l'occurrence, l'Observatoire des sources, c'est très, très obscur et très opaque sur le fonctionnement. Il y a un contributeur qui se trouve être un administrateur qui est le principal artisan de l'Observatoire des sources, donc qui fait quand même autorité sur Wikipédia, et qui lui-même, je ne vais pas révéler son pseudonyme, hein, c'est un pseudonyme sur Wikipédia, de peur d'être accusé de doxing, mais en tout cas, lui-même a fait des conférences de presse avec des journalistes de Mediapart. Donc il a parfaitement le droit de faire des conférences de presse avec Mediapart, il a le droit d'être de gauche ou d'extrême gauche si ça l'amuse, mais voilà, l'argument de dire que ensuite Wikipédia, que ce serait un fantasme complotiste de dire que Wikipédia serait aux mains de l'extrême gauche, alors c'est pas aussi caricatural que ça, mais ça penche quand même à gauche. Wikipédia forme une bulle de filtre progressiste sur certains sujets. Et pour prendre un dernier exemple sur l'Observatoire des sources, c'est celui du média Reporter, qui est un média donc militant, écologiste, presque radical, hein, on pourrait dire, qui a relayé des fake news, hein, notamment à Tolbiac en 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait dit qu'il y avait eu un étudiant qui avait été grièvement blessé pendant les blocages, les blocus de Tolbiac. C'était une information fausse. Reporter a aussi donné une tribune à Thierry Messon, qui est un
un polémiste antisémite, complotiste. Enfin, il y a des tas d'exemples. Ils ont plusieurs fois fait la promotion de l'anthroposophie, qui est considérée comme une dérive sectaire par la Miviludes. Enfin bref, il y a énormément d'exemples de l'absence de déontologie journalistique de reporters de manière générale dans le traitement de l'information. Et il se trouve que dans l'Observatoire des sources, reporter est considéré comme une source secondaire fiable. Donc la question de la couleur, on voit bien que c'est pas une question de... Parce qu'il y a un argument qui pourrait consister à dire, que, je sais pas, Valeurs Actuelles n'est pas fiable, non pas en raison de sa couleur politique, mais de son son prétendu manque de déontologie journalistique. En fait, il se trouve que c'est pas du tout ça le problème pour les artisans de l'Observatoire des sources, mais c'est plutôt la question de la couleur politique qui pose problème, au-delà de la question de la déontologie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, on vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne. Produire ces vidéos féministes a un coût, c'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup. Alors vous citez Larry Sanger, qui est l'un des cofondateurs de Wikipédia, qui dit que Wikipédia est tellement cassé qu'aucune réparation n'est possible. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Alors, il a dit ça il y a quelques années. Alors, Larry Sanger, c'est un peu particulier parce que c'est un des deux cofondateurs de Wikipédia avec Jimmy Wales, donc ils sont tous les deux américains. Et Larry Sanger a été assez vite, il a démissionné de lui-même parce qu'en fait, il considérait qu'il était bénévole pour Wikipédia au début. Mais Wikipédia lui doit beaucoup parce que c'est lui, en fait, qui a imaginé le fonctionnement collaboratif. C'est-à-dire que Wikipédia, on ne le sait pas, mais avait un ancêtre qui s'appelait Nupedia, qui a duré qu'1 an, même pas, ou 6 mois, et qui reproduisait le fonctionnement sous forme de comité éditorial où les articles étaient signés par des universitaires. Ils sont très vite aperçus que ça ne marchait pas, même si c'était sur Internet. Et donc, Larry Sanger a imaginé un fonctionnement totalement collaboratif, ouvert, sous forme de licence libre, donc où chacun pouvait contribuer, etc. Et Larry Sanger a été donc très vite mis de côté, et je pense qu'il en tient une certaine aigreur et amertume. Il n'est pas toujours très objectif, il est parfois un peu, caricatural dans ses critiques sur Wikipédia, et je crois qu'il fait allusion aussi à quelque chose qui se vérifie un peu aussi sur la version française, c'est que je crois qu'il a une phrase où il dit voilà, s'il y a une polémique qui naît sur Fox News aux États-Unis, elle ne sera pas répercutée sur Wikipédia parce que c'est Fox News et parce que Fox News n'est pas considéré comme un média fiable. On voit qu'aujourd'hui, avec certains médias en France, c'est un peu le même problème. Donc là où je ne partage pas tout à fait son constat, c'est que je ne pense pas que Wikipédia soit cassé définitivement. C'est-à-dire que, et Michel partage ce constat avec moi, c'est-à-dire de dire que, et d'ailleurs il est plus optimiste que moi, parce qu'il pense qu'aujourd'hui, Wikipédia est aux mains d'une toute petite oligarchie, mais que si cette oligarchie, c'est quelques comptes, où il considère que c'est même qu'une dizaine de comptes, si ces comptes-là sont renversés, ou en tout cas si leur influence, s'ils perdent de l'influence, Wikipédia sera rétabli. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop fataliste non plus sur Wikipédia, c'est-à-dire que si, en fait, nous c'est ce qu'on essaie de faire un peu dans le livre aussi, c'est pour ça que c'est un livre de vulgarisation, si les gens comprennent le fonctionnement de Wikipédia et s'en emparent, au sens positif, non pas pour l'influencer, mais pour essayer de le comprendre, peut-être qu'on pourra résoudre certaines problématiques sur Wikipédia. Et encore une fois, on n'appelle pas à faire de Wikipédia un Wikipédia de droite pour compenser le fait qu'il soit de gauche. Il faudrait juste que Wikipédia redevienne un outil humaniste, universaliste de fonctionnement et de partage de la connaissance tel qu'il a été conçu au départ. Et il l'est un peu moins aujourd'hui, en tout cas sur sa version française. Et qu'est-ce que vous pensez de l'expression d'Elon Musk, Wikipédia ? Oui, alors c'est vrai que alors Musk, c'est un peu particulier parce que là encore, je pense qu'il y a beaucoup de querelles personnelles de Musk par rapport aux médias américains. Donc c'est vraiment... c'est très circonstancié sa critique de Wikipédia, parce qu'en fait, il y a quelques années, il faisait la promotion de Wikipédia en disant que c'était un outil formidable et qu'il était très élogieux de Wikipédia, alors que déjà à l'époque, Wikipédia, en tout cas dans sa version américaine, était déjà aux prises avec certains militants, parce que les problématiques sont sensiblement les mêmes sur la version américaine et la version française. Et donc en fait, il en veut à certains médias américains, notamment qui ont relayé le fait qu'il avait fait un salut fasciste la dernière fois, donc c'est relayé sur sa page Wikipédia. C'est un terme qu'on n'utilise pas, nous, le fait que Wikipédia soit woke, parce que bon, le terme est quand même très flou aujourd'hui, un peu fourre-tout. Ça n'empêche qu'il y ait, on peut le constater, on essaie de le démontrer dans le livre, des biais vraiment très profonds. Et pour terminer sur Elon Musk, si je ne dis pas de bêtises, je crois que l'ancienne présidente de Wikimedia aux États-Unis est devenue en fait la responsable d'une radio qui était très hostile à Elon Musk. Donc là encore, il y a un conflit politique de Musk qui fait qu'il s'en prend à Wikipédia dans sa version américaine.
Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'on ne relaye pas forcément les critiques de Elon Musk sur Wikipédia. Certaines peuvent être parfois pertinentes, mais je pense qu'il y a beaucoup de conflits personnels dans sa croisade contre Wikipédia. Vous parlez de la question des bots sur Wikipédia. Moi, j'étais pas du tout au courant du fait que certaines modifications, je crois 25%, sont effectuées par les bots. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, les bots, moi non plus, j'avoue que je ne savais pas que les bots étaient aussi influents et nombreux sur Wikipédia. En fait, les bots, c'est une forme d'intelligence artificielle, hein, mais qui est à un niveau relativement restreint. C'est donc des comptes automatisés, robotisés, qui sont quand même placés sous la tutelle d'un contributeur bien humain, physique, et qui vont en fait réaliser tout un travail de maintenance et de suivi des fake news sur Wikipédia. Donc dès qu'il y a une fake news, par exemple, je sais pas, un petit malin qui s'amuse à dire une énormité sur Wikipédia, je sais pas, Emmanuel Macron est un reptilien, tout de suite un bot va repérer cette information qui est une fake news grossière et va la supprimer. C'est-à-dire en très peu de secondes, en très peu de temps, cette information sera supprimée. Et en fait, là où le fonctionnement est très bien conçu, c'est que en fait, Wikipédia fonctionne sous forme de data et donc d'ajout ou de suppression d'informations. Donc s'il y a un paragraphe entier qui est supprimé d'un coup, un bot va tout de suite s'en apercevoir et regarder si cette suppression est suspecte ou non, si elle mérite d'être véritablement supprimée ou non. Donc les bots font vraiment le travail de maintenance que les comptes physiques humains ne font pas toujours parce que c'est extrêmement chronophage. Et ils sont aidés quand même par des patrouilleurs, ce qu'on appelle des contributeurs patrouilleurs, qui eux vont aussi vérifier de leur côté. Et donc en fait c'est très bien fait parce qu'en fait les patrouilleurs sur Wikipédia se relayent et ils ont des systèmes de cartes pour vérifier l'information, etc. Vérifier qu'il n'y a pas de tentative de manipulation, de vandalisme en temps réel, en permanence sur Wikipédia. Parce qu'un bot peut vandaliser, non? Un bot peut vandaliser, alors il pourrait être configuré pour vandaliser, mais les bots sont quand même autorisés, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, on peut créer son bot, mais il faut quand même qu'il soit validé par la communauté de Wikipédia. C'est-à-dire, je crois qu'il y en a une centaine sur la version française, ils sont tous validés, on sait qu'ils dépendent d'un compte d'un utilisateur qui est reconnu, qui est identifié, qui a déjà un certain nombre de contributions, qui est fiable. Donc c'est pas du grand n'importe quoi non plus sur le fonctionnement des bots, mais effectivement c'est 25% aujourd'hui des ajouts de Wikipédia. Alors ça peut être des ajouts sur des informations taxidermiques, qui ne sont pas forcément les informations les plus importantes, mais voilà, c'est eux qui font un vrai travail à la fois de veille, de maintenance et d'ajout d'informations sur Wikipédia. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, finalement, c'est un peu vers ça que Wikipédia tend, c'est-à-dire une modération uniquement par l'intelligence artificielle surveillée par des humains? Est-ce que ce ne serait pas souhaitable aussi quelque part pour enlever un peu cette partie militante de Wikipédia? Je pense que c'est vrai sur certains sujets, sur les sujets polémiques, sur les sujets d'actualité, il y aura toujours des conflits, des querelles, des discussions. Aujourd'hui, il se trouve que la situation est un petit peu tendue sur Wikipédia. Sur la question des bots et de l'intelligence artificielle, c'est un vrai enjeu pour Wikipédia. Tout récemment, Wikimedia a accepté de changer ses serveurs pour que les agents d'intelligence artificielle puissent exploiter les données de Wikipédia, qui sont donc en licence libre, qui sont exploitables. Mais donc Wikimedia, les fondateurs de Wikimedia ont parfaitement conscience de ce problème-là. Mais effectivement, je pense que l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, mais que Wikipédia sera concurrencé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour vérifier une information en se disant voilà, Wikipédia n'est pas forcément fiable parce que c'est des humains, ils peuvent être biaisés, ce qui est vrai, mais je pense qu'on perdrait quand même beaucoup de ce qui fait le sel d'une encyclopédie numérique si on se tourne uniquement vers ChatGPT pour s'informer sur tel ou tel sujet. Je pense que Wikipédia a encore une avance, pour combien de temps, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est quelque chose dont les fondateurs et même les responsables de Wikimedia, toutes versions confondues, ont parfaitement conscience. Et ils essaient de faire en sorte de coexister pour l'instant avec l'intelligence artificielle. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais ça ferait partie des enjeux à l'avenir pour Wikipédia. Vous évoquez aussi comme dérive le cherry picking. Qu'est-ce que c'est? Le cherry picking, en fait, c'est ce qui fait que Wikipédia est vulnérable aux tentatives d'entrisme. En fait, c'est-à-dire qu'une fake news, on l'a dit, est très rapidement détectée. En revanche, quelqu'un qui ferait du cherry picking, donc cherry picking, c'est littéralement la cueillette aux cerises, hein, donc c'est-à-dire c'est le fait de sélectionner certaines informations ou au contraire d'en retirer de manière très discrète, en essayant de passer sous les radars. C'est-à-dire que c'est un choix partial, sélectionner des faits qui sont soit très arrangeants,
soit au contraire, on voudrait retirer des informations un petit peu gênantes. Et là, le cherry picking, il y a des cas à la fois sur des sujets idéologiques, mais il y a aussi le cas sur des sujets mercantiles. On prend dans le livre aussi certaines entreprises en fait, qui font appel à des cabinets privés, des cabinets de stratégie, d'influence, de communication, pour retirer certaines informations qui sont un peu gênantes pour certaines entreprises. Donc en fait, c'est un enjeu aussi, au-delà de la question simplement politique, il y a un enjeu de réputation pour certaines entreprises, pour certaines personnalités, certains dirigeants, même certains pays. Il y a notamment la page du Togo qui avait été victime de... C'est un cas improbable, mais qui avait payé, en fait, le gouvernement du Togo avait payé des agences de communication pour essayer de retirer certaines informations, pour au contraire en mettre en valeur d'autres. Donc le cherry picking, c'est quelque chose qui est très difficile à détecter à la fois par les patrouilleurs humains et à la fois par les bots, puisque par définition, le cherry picking n'est pas de la fake news pure, c'est une sélection partiale des faits en fonction de ce qui arrange la personne concernée. Et donc certains cabinets vont réussir à le faire de manière très ingénieuse, très discrète, en payant parfois des contributeurs. Donc il y a certains contributeurs qui sont rémunérés, ce qui n'est pas illégal sur Wikipédia, mais il faut pouvoir le déclarer. Normalement, un contributeur qui est rémunéré, qui agit pour le compte d'une entreprise, doit le déclarer, il doit être transparent. En réalité, c'est quasiment jamais le cas, ils le font de manière insidieuse. Et c'est là où c'est retort, c'est-à-dire que certains contributeurs arrivent à avoir des résultats assez probants en retirant des informations jugées gênantes pour leurs clients. Et donc, ça fonctionne assez bien. Mais ce qui veut dire qu'on peut relativement, probablement très bien gagner sa vie quand on est un très bon éditeur Wikipédia. Absolument. Ouais, il y a certains contributeurs qui gagnent leur vie grâce à ça. C'est-à-dire, alors, ça demande un peu de pratique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que font, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des contributeurs rémunérés de Wikipédia pour ce livre. Et en fait, ils expliquent que, évidemment, ils sont tous anonymes, même leur pseudonyme n'est pas donné, mais ils expliquent qu'en fait, ils ont atteint un certain seuil de publication, de contribution à Wikipédia, qui font qu'ils sont respectés. Ils ne sont pas étiquetés comme un compte de gauche ou de droite, mais ils sont jugés influents. Et ça a été le cas notamment au moment de l'affaire Wikizedia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la campagne d'Éric Zemmour en 2022, il y avait un compte qui s'appelait Chip, qui était un des plus gros contributeurs de Wikipédia, qui était enrôlé par l'équipe d'Éric Zemmour pour supprimer certaines informations. Donc là encore, ça permet de dire que l'entrisme, il vient de tous les bords, il vient aussi parfois de la droite. Il faut le dire aussi quand ça vient de la droite, c'est pas que de la gauche, mais même si certains contributeurs vont dire Wikipédia n'est pas aux mains de l'extrême gauche, puisque regardez l'exemple de Wikizedia, bon, ça reste un cas isolé, le cas de la page d'Éric Zemmour, ça s'est pas reproduit depuis, ça touche à 2-3 pages ou 2-3 informations sur la page d'Éric Zemmour, mais ça a été une affaire importante et ça a permis surtout de montrer qu'un compte important, influent, pouvait réussir à avoir des résultats très probants sur Wikipédia, parce qu'évidemment, quelqu'un qui viendrait de s'inscrire sur Wikipédia, qui essaierait de faire des modifications, en 2 secondes, il serait repéré par les autres contributeurs, et ces modifications, l'historique de ces modifications serait très vite identifié, et s'il fait des modifications suspectes, ça va être tout de suite supprimé. Mais quelqu'un qui a de l'influence, qui est respecté, lui, il pourra réussir à ajouter certaines informations. Parfois, il y a même certains contacts avec des journalistes, avec des médias, pour ajouter des informations, pour passer par des sources secondaires de manière aussi insidieuse. Et il y a un autre cas aussi qu'on prend dans le livre qui est très intéressant, c'est le cas de Wikipédia Croatie. Alors là, on s'éloigne de la version française, mais Wikipédia Croatie, c'est un cas assez fascinant. Donc c'est de 2011 à 2020, donc pendant près de 10 ans. Il y a une poignée de contributeurs nationalistes croates qui sont parvenus à s'emparer de la gouvernance de Wikipédia. Donc ça permet d'illustrer le fait que Wikipédia n'est pas du tout n'est pas imperméable à ces tentatives d'entrisme à tous les niveaux. Et donc Wikipédia Croatie, donc pendant 9 ans, a réussi, il y a certains contributeurs, une centaine seulement, même une dizaine je crois, qui ont réussi donc à faire de l'imposition de point de vue à grande échelle, en disant que le massacre de Srebrenica était un simple incident où il y a eu très peu de morts, en disant que, en faisant la promotion du régime Moustachi pendant la Seconde Guerre mondiale, en invisibilisant les crimes du régime Moustachi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, donc ça a quand même duré longtemps. Alors Wikipédia Croatie, c'est une petite version de Wikipédia, évidemment ça n'a rien à voir avec la version française qui est quand même la 3e plus importante après la version anglophone et allemande. Mais ça peut arriver, il peut y avoir des tentatives d'entrisme à très grande échelle, et ce qui veut dire que Wikipédia reste, encore une fois, Wikipédia est dans une situation de monopole sur l'accès à l'information et au savoir généraliste. On peut dire ce qu'on veut en France, mais on a une pluralité de médias.
qui fait que, quel que soit son bord politique, on peut s'y retrouver, il n'y a aucun problème. Mais dans l'accès au savoir généraliste, Wikipédia est aujourd'hui effectivement un peu concurrencé par l'intelligence artificielle, mais l'encyclopédie libre et numérique, il n'y a que Wikipédia, il n'y a pas de concurrent, les autres se sont cassés la figure. Donc c'est un vrai enjeu de pouvoir. Et en Croatie, alors comment ils se sont débarrassés de ces gens qui avaient le monopole? Alors en fait, ce qui est étonnant, c'est que la fondation Wikimedia met du temps à réagir. C'est-à-dire qu'ils avaient été saisis par des contributeurs en disant c'est en train de déconner complètement sur la version croate. La version croate du Wikipédia est totalement aux mains d'une poignée de militants nationalistes croates. Et Wikimedia a fini par faire un communiqué, mais assez longtemps après, en reconnaissant effectivement que Wikipédia croate avait été infiltré par certains militants et en disant que ça pouvait se reproduire. Ils l'ont dit eux-mêmes dans un communiqué qui a été traduit en plusieurs langues. Donc il y a eu une prise de conscience, mais qui a été assez tardive. Et puisque par principe, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que Wikimedia n'est pas rédacteur en chef de Wikipédia. C'est-à-dire Wikimedia, la fondation aux États-Unis et la version française, l'antenne française, n'a aucune prise sur ce qui se dit et ce qui s'écrit sur Wikipédia. C'est-à-dire un salarié de Wikimedia France, parce qu'il y en a quand même une quinzaine, ils sont salariés pour le coup, ils peuvent être contributeurs par ailleurs, mais ils n'ont pas de pouvoir décisionnaire sur Wikipédia. Ils ne peuvent pas dire « je suis salarié de Wikimedia, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui va être supprimé ». Tout le monde est placé au même niveau de manière horizontale, en tout cas en théorie. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est effectivement le nombre de contributions sur Wikipédia. Donc Wikipédia Croatie, ça a duré quand même pendant un certain temps, ce qui est assez inquiétant, et ce qui peut se reproduire un jour ou l'autre dans une autre version de Wikipédia. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, voilà, en tant qu'auditeurs, voilà, on écoute cette émission et on se dit, moi, je veux pas que Wikipédia devienne uniquement de gauche ou d'extrême gauche. Qu'est-ce que je peux faire? Le mieux, je pense, ce serait de lire le livre déjà, non, mais surtout de comprendre le fonctionnement de Wikipédia, qui est vraiment qui est assez complexe. Et alors on donne un glossaire à la fin du livre avec tous les termes techniques, tout le jargon de Wikipédia, parce qu'il y a des tas de thèmes, ripollinage. C'est quoi le ripollinage? Le ripollinage, ça rejoint un peu le cherry picking. Le ripollinage, c'est le fait d'atténuer certaines critiques, d'essayer de passer sous silence certains faits un peu compromettants pour une personnalité publique. Et donc, ça va être des entreprises qui vont réussir à faire un peu du ripollinage sur la page de leurs clients attitrés. Et donc, il y a plein de termes techniques comme ça, un peu barbares, qu'il faut essayer de comprendre. Parce que Wikipédia, au départ, et c'est toujours un peu le cas, c'est quand même un outil un peu de geek. C'est vraiment l'Internet 2.0 libertaire du début des années 2000, de la fin des années 90, qui donc est aujourd'hui aux mains, qu'on le veuille ou non, d'une poignée de comptes, en tout cas dans sa version française, qui penche très nettement à gauche. Ce qui est un peu dommage, moi je trouve, c'est que, et d'ailleurs c'est un des chapitres du livre, c'est que certains contributeurs ont du mal à faire leur examen de conscience et à reconnaître que qu'ils ont eux-mêmes certains biais politiques, que la gauche a plutôt bonne presse, ce qui n'est pas le cas de la droite sur Wikipédia. Et je pense que certains contributeurs gagneraient à faire leur examen de conscience, à s'apercevoir qu'ils ont un pouvoir beaucoup plus important qu'ils ne le disent parfois. Et donc je pense que l'idéal serait que le grand public prenne connaissance du fonctionnement de Wikipédia, non pas pour essayer de peser, de faire de l'entrisme de l'autre bord, mais simplement pour ne pas être dupe parfois des manœuvres qui peuvent être réalisées sur Wikipédia. J'aimerais qu'on revienne un peu à ces agences d'e-réputation. J'aimerais parler de mon cas, parce que j'y ai été confrontée quand ma page Wikipédia est née. Elle est née parce que certains militants ont décidé de l'alimenter, des militants qui n'étaient pas d'accord avec moi sur mes positions sur le transgenrisme. Et de fil en aiguille, effectivement, je suis tombée sur une agence qui m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et qui m'a dit à l'époque quelque chose de très surprenant. Je ne sais pas si vous en avez vous-même entendu parler. D'abord, cette agence m'a dit je peux essayer de modifier ta page, mais finalement, ça ne va pas être possible parce qu'il y a trop de militants sur ta page. Mais si tu pars en Afrique, Dora, tu modifieras ta page beaucoup plus facilement.
Je lui dis quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et alors la personne, cette agence qui est complètement cachée, parce que ce sont parfois des agences qui n'ont même pas de site web, c'est ce que j'ai découvert. Il faut que, donc cette personne m'a dit, ce serait intéressant de partir en Afrique et de te faire passer pour une afroféministe. Tu modifies je ne sais pas combien de pages et puis ça passera mieux, tandis que si tu fais ça d'Europe, effectivement, si tu modifies ta propre page, ça ne va pas marcher. J'ai essayé de modifier ma propre page, ça n'a pas marché. Si je rameute des gens, ce que j'ai fait très naïvement au départ, c'est-à-dire que j'ai fait un appel sur Twitter, oui, venez m'aider à modifier ma page, etc. C'était pas du tout dans les règles, mais j'étais très choquée et surprise par cette idée que finalement, si je me localisais ailleurs, il y aurait peut-être pas la même réaction. Oui, parce qu'en fait, c'est l'adresse IP qui est donc identifiée sur Oui. Wikipédia, et effectivement, un utilisateur qui contribuerait depuis un pays étranger ou depuis le continent africain serait identifié en Afrique. Peut-être qu'effectivement, alors c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de cas similaires. On n'a pas enquêté spécialement là-dessus, sur la façon dont ça pouvait être détourné sur Wikipédia, mais effectivement, c'est une hypothèse possible de faire passer pour une militante afroféministe en disant voilà, il y a certains contributeurs qui font vraiment business de ça, quoi, qui gagnent de l'argent grâce à ça. Et c'est vrai aussi qu'il y a certaines pages qui sont davantage surveillées, entre guillemets, que d'autres. C'est-à-dire que, je sais pas, un universitaire inconnu au bataillon, bon, sa page va être considérée comme peu importante. D'ailleurs, il y a un niveau, hein, d'ailleurs, sur les pages de discussion, où il y a à chaque fois un niveau d'importance de telle ou telle page, élevé, maximal, faible, etc. Donc, il y a une surveillance à différents niveaux des pages, ce qui se comprend sur certains sujets particulièrement inflammables, mais aussi sur certaines personnalités publiques. Donc la page, par exemple, je sais pas, de Pascal Praud ou de Cyril Hanouna va être particulièrement suivie, scrutée. Chaque modification sera très très vite surveillée, voir si elle est valable ou non. Elle sera très vite suspectée d'être une tentative de ripollinage, encore une fois, si elle est trop positive. Parfois d'ailleurs de manière fausse, hein. Mais justement, cette personne qui avait cette agence m'avait dit que elle suivait la page Wikipédia de plusieurs personnalités publiques qui payaient un forfait tous les mois pour que leur page Wikipédia soit entre guillemets contrôlée. Et la même chose pour certaines marques de vaccins qui faisaient appel à ces services. Donc c'était très intéressant de se rendre compte que finalement c'est un véritable business et que quand on a une visibilité publique, eh bien pour s'occuper de sa e-réputation, effectivement, c'est un budget alloué tous les mois au contrôle de sa page Wikipédia. Et d'ailleurs, on donne des informations à ce sujet-là dans le livre, avec un responsable d'un gros cabinet de conseil et de communication à Paris, qui explique que voilà, il finance à hauteur de 2 000, 3 000, 4 000 euros un contributeur pour ajouter ou retrancher une information compromettante pour l'un de ses clients. Et quand je dis un de ses clients, ça peut être une entreprise, ça peut être un gouvernement, ça peut être aussi une personnalité publique, médiatique, un homme politique, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques aussi qui sont concernés par ce genre de tentative qui essaient, hein, en faisant appel parfois de manière très maladroite à leurs assistants parlementaires pour faire des modifications. Ils sont repérés très rapidement en général, Marlène Schiappa, enfin des tas d'autres. Mais c'est un vrai business. Alors c'est vrai que l'enjeu du coup pour ces contributeurs-là, c'est de ne pas perdre leur compte. C'est-à-dire que si je dis n'importe quoi, un contributeur a 20 000, 30 000 contributions et qu'il est identifié pour une tentative d'entrisme mercantile, il va être tout de suite bloqué, voire banni. Et s'il est banni, ça touche à son adresse IP, donc il ne pourra même plus se connecter depuis chez lui pour créer un nouveau compte, un nouvel avatar, ce qu'on appelle un fauné sur Wikipédia. Et donc c'est aussi l'enjeu pour ces contributeurs, c'est de réussir à atteindre un seuil à partir duquel ils sont suffisamment influents, mais en même temps de ne pas tout risquer pour ne pas être repérés. Donc c'est un vrai fonctionnement souterrain de Wikipédia qui est parfois méconnu. Finalement, un peu, vu toutes les dérives que vous exposez, est-ce qu'on ne serait pas vraiment en droit d'être méfiant? Alors, je trouve que dans le livre, vous êtes un peu ambigu sur votre position parfois, parce que à la fois vous dénoncez les dérives, mais en même temps, vous essayez d'être très nuancé, même si parfois, moi, je trouvais que vous étiez un peu trop gentil avec le fonctionnement de Wikipédia. Parce que est-ce que ça montre pas quelque part la limite de l'intelligence collective et de l'autorégulation? Bonne question. C'est marrant parce qu'on nous accuse aussi sur Wikipédia, à l'inverse, d'être
trop caricaturales dans nos critiques de D'accord. Wikipédia. Mais bon, après, d'autres reconnaissent aussi qu'on fait une critique plutôt nuancée et qu'on assume d'ailleurs, enfin en tout cas personnellement que j'assume, de faire une critique plutôt nuancée de Wikipédia parce que je pense que son fonctionnement collaboratif est quand même le bon fonctionnement. Et encore une fois, je pense aussi que Wikipédia est globalement fiable. Ce serait vraiment une erreur de penser que Wikipédia est un outil totalement biaisé de manière, enfin, il serait perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des problèmes sur Wikipédia, c'est clair. Il y a un vrai problème sur l'oligarchie de Wikipédia, de ceux qui tiennent vraiment la gouvernance informelle de Wikipédia, qui sont des militants assumés, revendiqués, qui ne s'en cachent pas, et qui ont un pouvoir de nuisance sur Wikipédia. Et voilà, encore une fois, il faudrait, je ne dis pas qu'il faudrait les bannir, mais il faudrait en tout cas qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là, de la façon dont ça fonctionne sur Wikipédia. Mais encore une fois, j'aurais pas de critique à faire sur le fonctionnement collaboratif, sur l'utilisation des sources secondaires, sur le fait que les sources primaires ne soient pas suffisamment fiables pour être utilisées. On peut juger que c'est très arbitraire, mais je pense que les choix structurels qui ont été faits par Wikipédia depuis son lancement sont plutôt les bons. Et qu'il ne faut pas changer entièrement, faire une révolution du fonctionnement de Wikipédia. Oui, je pense que Wikipédia va évoluer de manière très importante dans les prochaines années. Certainement, ça va beaucoup évoluer. Je ne sais pas si ce sera forcément en bien. Moi, je ne suis pas forcément très optimiste. Mais oui, en tout cas, c'est vrai qu'on assume de faire en tout cas une critique assez nuancée du fonctionnement de Wikipédia. On verra bien comment ça évolue dans les prochaines années. C'est pas dit que ça s'améliore véritablement. Est-ce qu'il y a eu des procès contre Wikipédia? Est-ce qu'il y a des personnalités publiques? Est-ce que des gens ont gagné des procès contre cette Oui, plateforme? il peut y avoir des procès s'il y a des propos insultants, diffamatoires, qui sont répréhensibles pénalement. Là, dans ce cas-là, Wikimedia sera saisi. C'est-à-dire que la fondation Wikimedia est quand même responsable pénalement de ce qui s'écrit sur Wikipédia. Donc, s'il y a un propos je sais pas, négationniste qui est condamné donc, par la loi française, là, il peut y avoir un procès. Alors, j'ai pas d'exemple en tête de procès qui auraient été gagnés. En général, c'est quand même assez rare. Hein. C'est très rare. En général, ça se règle plutôt en bonne intelligence. Il peut y avoir des menaces de procès si une personnalité juge que sa page est diffamatoire. En général, les administrateurs sont plutôt conciliants, essaient de trouver une solution entre eux, etc. Ce qui arrive très rarement, c'est qu'une page soit supprimée. Donc, il y a un cas qu'on ne prend pas dans le livre, mais, qui est celui de la journaliste du Point, Géraldine Vossner, qui a réussi à obtenir la suppression de sa page il y a quelques années. Donc, c'était un peu avant le début vraiment de la montée vraiment de l'idéologie sur Wikipédia. Elle a saisi un administrateur et elle a demandé à cet administrateur de supprimer sa page Wikipédia. Ce qu'elle a réussi à obtenir, ce qui est très rare. En général, à partir du moment où on a une page Wikipédia, quand bien même elle est à charge, c'est très difficile de retirer une information, c'est quasi impossible, mais alors de la supprimer, en général, il ne faut même pas espérer pouvoir la supprimer. Donc, Ce qui peut être très difficile à ça peut vivre. être très difficile à vivre, et puis ce qui est, encore une fois, c'est quelque chose d'important, c'est une vraie vitrine, hein, Wikipédia, c'est quand même répercuté par les moteurs de recherche, par l'intelligence artificielle qui utilise les informations de Wikipédia. Donc s'il y a une fake news ou une information biaisée sur Wikipédia, elle sera répercutée, elle sera partagée massivement. Certains journalistes peu scrupuleux vont parfois l'utiliser sans la questionner. Donc effectivement, ça peut être très difficile à vivre si une fausse information ou si une information incorrecte figure sur une page biographique. Ouais, ça c'est clair. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui se passe sur Wikipédia, finalement, c'est juste le symptôme en fait d'une société où de façon globale tout est de plus en plus politisé. On voit que le monde de la culture, le monde des médias est de plus en plus politisé. C'est mon avis personnel, mais je trouve beaucoup plus par la gauche que par la droite, qui cherche beaucoup moins à étendre son influence sur les objets culturels que la gauche, ou bien si elle le fait, c'est souvent, je trouve, beaucoup plus en réaction. Mais voilà, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est finalement ce qui se passe sur Wikipédia, on se passe à l'échelle de la société entière, tout à fait. presque du monde? Ouais, Wikipédia est un bon résumé aujourd'hui de l'impossibilité d'un débat rationnel, où, alors évidemment, il n'y a pas d'objectivité absolue, mais c'est très difficile d'atteindre une forme de neutralité sur Wikipédia aujourd'hui, ou même d'absence de parti pris. Et en fait, ce qui est paradoxal, et là encore ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que Wikipédia ne recherche pas la vérité. Et c'est assumé comme tel, c'est-à-dire que Wikipédia se définit comme une encyclopédie avec un régime relativiste, c'est-à-dire que les informations doivent être présentées de manière plus ou moins exhaustive, de manière surtout proportionnée,
mais sans forcément dire voilà la vérité de manière unique et le reste, ce sont des opinions marginales. Donc, c'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, sur un sujet qui fait consensus scientifique, la thèse qui fait consensus sera davantage évidemment présentée que les autres. Mais en revanche, toutes les hypothèses et toutes les opinions doivent être présentées à la mesure de leur importance dans le débat public. C'est ce que Wikipédia appelle la neutralité de point de vue. Ce n'est pas la neutralité absolue, ce n'est pas la vérité absolue, c'est la neutralité de point de vue, on ne prend pas parti. Et donc c'est dire, voilà, telle personne est accusée par l'autre bord politique de telle ou telle pratique. Mais c'est par exemple, reprendre le cas de Sonia Mabrouk, si Wikipédia respectait véritablement la neutralité de point de vue, il devrait dire Sonia Mabrouk est accusée d'être d'extrême droite par ses opposants politiques. Ce qui est le cas pour Horia Boutelja, par exemple. Horia Boutelja, il n'est pas dit Horia Boutelja est une antisémite, elle est accusée par ses détracteurs d'être une antisémite. Mais là, on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures évident. Dès que c'est une personnalité politique de droite ou médiatique de droite, il n'y aura plus aucune précaution sémantique, et elle sera automatiquement présentée comme une... et puis en plus, le glissement sémantique de la droite vers l'extrême droite sur Wikipédia est quand même très facile à opérer. Et donc, il n'y a pas de recherche de vérité. Et c'est quelque chose de plutôt positif, je trouve, qu'il n'y ait pas une recherche de vérité. C'est-à-dire, Wikipédia est une encyclopédie qui ne doit pas prendre parti. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une entorse qui est faite à cette règle-là, sur Wikipédia, quasiment toutes versions confondues d'ailleurs. Et donc, pour répondre à votre question sur la question de la façon dont Wikipédia est un reflet, effectivement, des débats et des querelles de société, je pense que c'est tout à fait vrai. Il y a d'ailleurs, je pense que certains contributeurs n'ont même pas conscience d'ailleurs parfois de leur biais idéologique sur Wikipédia. Et puis aussi un autre aspect, c'est que la gauche est majoritaire sociologiquement sur Wikipédia. Elle maîtrise mieux les codes de Wikipédia que la droite. Elle a peut-être plus de temps, les universitaires, il faut le dire aussi clairement, les universitaires, les sociologues de gauche et d'extrême gauche maîtrisent parfaitement Wikipédia et connaissent tous les rouages. Et donc, je ne sais pas, la page de Fassin, par exemple, elle est totalement hagiographique sur ses travaux, alors que la page de Pierre Vermeuren, par exemple, sera plutôt à charge, parce qu'en fait, les personnalités de gauche maîtrisent Wikipédia, ont plus de temps à consacrer à Wikipédia, maîtrisent les codes de Wikipédia, ce qui n'est pas le cas de la droite. Moi, je connais très peu de contributeurs, quasiment aucun contributeur de droite de Wikipédia, alors qu'ils l'assument, j'en parle même pas, mais qui connaissent Wikipédia, ou même des personnalités médiatiques de Wikipédia, ce qui fait que la critique de droite de Wikipédia manque sa cible, souvent. C'est-à-dire que les personnalités de droite vont dire Wikipédia n'est pas fiable parce que ma page est fausse, ou parce qu'il y a des informations qui sont truquées, ou etc. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est qu'il faudrait que la droite s'empare de Wikipédia au sens positif et apprenne à comprendre les codes de Wikipédia pour peser idéologiquement et pour essayer de contrebalancer cette emprise de la gauche sur Wikipédia. Dans le fond, c'est un peu comme les 100 pages, dans le sens où il manquait de femmes qui écrivent sur Wikipédia et qui sont représentées sur Wikipédia, il faudrait qu'il y ait des sans droite, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ou alors, et surtout, à partir du moment où c'est transparent sur Wikipédia, ça pose pas de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militants de gauche ne se cachent pas. Certains se cachent, mais la plupart ne se cachent pas. Ils assument leur position idéologique. On pourrait imaginer que des militants de droite assument aussi leur position idéologique et ne soient pas discrédités pour cette raison-là. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit de manière très concrète, c'est que certains contributeurs, sans être forcément de droite d'ailleurs, mais qui essaient de faire entendre un son de cloche différent dans les pages de discussion, en disant attendez là, c'est vraiment manifestement trop orienté, trop idéologisé, vont être tout de suite pointés du doigt, parfois bloqués, parfois bannis. Donc il y a un peu une chasse aux sorcières sur Wikipédia. Et ceux qui n'entrent pas dans les clous, dans la ligne informelle, parce qu'elle n'est jamais édictée comme telle, mais vont être très vite mal perçus sur Wikipédia. Et il y aurait des tas d'exemples possibles. On prend dans le livre l'exemple de l'hebdomadaire Marianne, qui est, à ma connaissance, un média d'extrême droite. Donc à chaque fois, sur une page Wikipédia, il y a une partie critique sur telle ou telle personnalité, tel ou tel média. Toutes les sources de la page consacrée à Marianne sont des sources de gauche ou d'extrême gauche. Donc ça va être je crois, les éditions de La Fabrique, ça va être un site qui s'appelle Econet ou je sais plus quoi. Enfin bref, que des sites d'extrême gauche qui vont être critiques de Marianne. Donc il y a encore une fois une vision totalement hémiplégique sur Wikipédia, une bulle de filtre progressiste qui va se faire au profit de la gauche et au détriment, pas forcément de la droite, mais en tout cas des opinions différentes, contestataires de cet état de fait sur Wikipédia.
Écoutez, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Absolument passionnant. Et j'encourage nos auditeurs à vraiment lire ce livre parce que je trouve que c'est extrêmement important de se renseigner sur Wikipédia parce qu'on sait tous que dès qu'on fait une recherche, c'est sur une page Wikipédia qu'on tombe et quand on est un peu naïf, on peut ne pas y voir les petites dérives qui peuvent s'y cacher. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, on vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne. Produire ces vidéos féministes a un coût, c'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup.